Merci. Donc c'est à mon tour de remercier les organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui, d'être parmi vous, et pour parler d'un sujet qui est relativement complexe parce que c'est difficile de répertorier toutes les nouveautés en chirurgie orthopédique ces dernières décennies. Mais je vais faire un choix que j'ai vécu dans cette évolution. Donc, en guise d'introduction, je dirais que la traumatologie, c'est née à partir de la Deuxième Guerre mondiale grâce aux chirurgiens militaires qui ont essayé d'introduire ce qu'on appelait les damage control, permettant de conserver ou d'amputer un traumatisme ouvert des membres. L'orthopédie, il est jeune, il a un âge de 2 siècles et demi. Il est né à partir de la chirurgie pédiatrique, à l'époque pour corriger essentiellement les déformations chez l'enfant. Cette chirurgie orthopédique a commencé aux États-Unis en 1864. Il arrive à Lyon, en France, par Ollier en 1883. Et ce n'est qu'en 1950 qu'on a rattaché la traumatologie à l'orthopédie pour que ce soit une seule spécialité. Chez nous, au Maroc, la Société marocaine de chirurgie orthopédique, il est né en 1982, donc il fête cette année son 35e anniversaire. Mais les services d'orthopédie ne se sont individualisés au Maroc que début des années 90. Je me rappelle quand j'ai commencé la chirurgie, on faisait un estomac, puis on faisait un fémur dans la suite. Mais maintenant, les services ont commencé à être plus spécialisés en traumato-orthopédie, d'abord au CHU de Rabat, puis à l'hôpital militaire, un an d'intervalle. Et puis c'est apparu la qualification, puis la spécialité proprement dite. En fait, le mot orthopédie, quand on voit la littérature, il y a deux origines, deux théories. Dans tous les cas, elles proviennent du mot grec ortho, qui dit droit, auquel on associe le mot péados, qui dit enfant, qui témoigne que cette orthopédie est née pour corriger toutes les déformations chez les petits-enfants, essentiellement le pied-beau. La deuxième origine possible, c'est que le mot grec ortho est associé au mot péden, veut dire qu'il faut faire marcher le patient droit. Donc l'orthopédie, elle est faite pour bouger. Quant à l'évolution de cette chirurgie, ces dernières années, il a beaucoup progressé essentiellement grâce à la connaissance de la physiologie osseuse, connaissant un peu plus les structures osseuses et leur constitution et comment elles se comportent, grâce à l'évolution de la physiologie et de la biomécanique, qui a permis l'évolution des matériaux essentiellement prothétiques et de synthèse. C'est pour cela qu'on a maintenant des matériaux spécifiques aux jeunes, on a des matériaux spécifiques aux sujets obèses, etc. J'ai résumé un peu les préoccupations de cette chirurgie moderne en 4 paramètres. C'est la chirurgie prothétique, la chirurgie mini-invasive, la chirurgie arthroscopique et la chirurgie ambulatoire. Je ne détaillerai que l'arthroplastie et la mini-invasive. Pourquoi ? Parce que je considère que l'arthroscopie, c'est une voie aussi mini-invasive, qui consiste à opérer à travers une sorte de caméra. Elle a beaucoup progressé essentiellement au niveau de l'épaule par les réparations de la coiffe du rotateur et grâce à l'évolution des implants d'ancrage. De même au niveau des genoux, dans la réparation des ligaments et dans les synovectomies. Quant à la chirurgie ambulatoire, qui n'est pas pour aujourd'hui au Maroc, parce que le contexte ne le permet pas, mais ailleurs, cette chirurgie ambulatoire a beaucoup évolué grâce à la gestion de la douleur. Maintenant, on arrive en France et ailleurs en Europe de faire une prothèse du genou le matin et le malade passe la nuit chez lui à la maison, chose que nos jours reste encore impossible parce qu'on garde encore le malade pendant une semaine à l'hôpital. Qu'en est-il de l'arthroplastie? L'arthroplastie, tout simplement, c'est un remplacement des tissus usés, essentiellement du cartilage, de part et d'autre, de deux versants de l'articulation, et on parle de resurfaçage. Au niveau de la hanche, le principe de la prothèse, c'est de remplacer... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc au niveau de la hanche, il consiste à remplacer le versant cotyloïdien et de faire une résection du col de fémur pour mettre ce qu'on appelle un implant au niveau du cotyle et un implant au niveau du fémur. Et l'ensemble constitue un resurfaçage aussi bien du fémur que du cotyle.
Au niveau du genou, il consiste à remplacer ce cartilage qui est usé par une sorte de carter en métal au niveau fémoral, puis au niveau tibial. Et entre les deux, on fait implanter une sorte de polyéthylène jouant le rôle du ménisque et d'un médaillon rotiloïdien. J'y reviendrai. Le nombre de prothèses implantées au monde ne cesse d'accroître. Environ aujourd'hui, il y a 150 000 prothèses de hanches implantées dans le monde. Et ce sont des prothèses qu'on met en place de plus en plus. C'est une population qui est de plus en plus jeune. Pour expliquer un peu ces chiffres, je me suis appuyé sur ce qu'on appelle du registre américain et suédois. Malheureusement, au Maroc, on n'a pas encore ces registres. Et personne ne sait ce qui se passe ni à Rabat, d'autres à Marrakech. Chacun opère dans son petit coin et on n'a pas de référence nationale. Pour les États-Unis, déjà en 2010, vous voyez qu'il y a à peu près 60 000 prothèses de hanches implantées par an. Leur objectif, c'est d'arriver à 300 000 en 2030. Les Suédois, quant à eux, montrent aussi qu'il y a une énorme progression dans l'utilisation de ces prothèses de hanches, de resurfaçage. Et la cause principale, c'est essentiellement la gonarthrose, en premier. Puis, regardez le taux qui augmente avec les années, de même le taux de prothèse sur des maladies inflammatoires. En fonction des diagnostics, on voit aussi l'évolution au cours des années en fonction de l'âge. Regardez l'âge de plus en plus jeune, on place maintenant des prothèses à partir de 50 ans. Et que chez les Suédois, ce sont les femmes qui sont plus touchées que l'homme pour la mise en place de ces prothèses. Troisième paramètre, si on parle de prothèses de première intention et de prothèses de reprise, ça veut dire que ces prothèses n'ont pas une vie indéterminée parce que c'est de la biomécanique et s'usent dans le temps, et on va expliquer pourquoi. Regardez le taux, plus on met de prothèses, plus il y a de reprises au bout d'un certain temps. Donc, ce qui témoigne un peu l'importance et le développement de ces prothèses. En France, on voit que, pareil, on met ces prothèses de plus en plus chez les jeunes et que c'est plutôt les femmes les plus âgées qui sont plus touchées par rapport aux hommes. Et que c'est la coarthrose qui vient en première étiologie et que la dysplasie vient en deuxième étiologie dans la mise en place de ces prothèses. Donc c'est pour dire que pour mettre en place une prothèse totale, particulièrement de la hanche, qui est la première à être bien codifiée et bien utilisée, il faut avoir un cahier de charge pour mesurer le pour et le contre et évaluer le risque. Parce que le but, c'est essentiellement de rétablir la fonction, mais il faut tenir en compte aussi la survie de l'implant à moyen et à long terme. C'est pour cela que cette chirurgie prothétique a beaucoup évolué en évoluant sur deux composantes essentielles. C'est essentiellement ce qu'on appelle le couple de frottement et le mode de fixation. Les deux dernières, ce sont les nouvelles générations de prothèses qui ont des indications chez des profils particuliers. Qu'est-ce qu'on appelle un couple de frottement? Un couple de frottement, ce sont les deux surfaces qu'on met l'une face à l'autre. Ça, c'est la première prothèse. C'est la première prothèse de hanche qui a été imaginée. Ils ont essayé de mettre des silicones montés sur une tige qu'ils mettaient à la place de la hanche. Ils ont même imaginé des prothèses à base d'ivoire. L'évolution a été faite par d'autres couples de frottement. Regardez, pour chaque pays, il y a ce qu'on appelle des prothèses en polyéthylène conventionnelles, c'est-à-dire en polyéthylène. Il y a des prothèses métal-métal et il y a des prothèses céramique-céramique. Très dur, donc il se casse facilement. C'est pour cela que le choix de cette prothèse, chez le jeune, il faut choisir essentiellement céramique, et chez le sujet âgé, il faut choisir soit métal-métal, soit métal-polyéthylène. Dans notre contexte marocain, voici ce couple de frottement qu'on trouve le plus souvent. C'est le polyéthylène. Le cotylédène en polyéthylène, c'est cette substance qui est blanche, qui est bien résistante et qui est bien étudiée. On regarde la tête, il y a la tête qui est en inox, en cobalt, dite métallique. Donc c'est le couple de frottement le plus utilisé
pour des raisons économiques et pour des disponibilités. En deuxième plan, il arrive ce qu'on appelle le couple de frottement métal-métal. C'est un métal en face d'un métal. Et regardez, pour avoir moins de débris, il faut avoir une grosse tête. Relativement, quand on a un couple de frottement polyéthylène-métal, on a une tête de 22-28 en fonction des tailles. Mais ici, on a une tête de 32 mm. Donc, il faut une grande surface pour éviter qu'il y ait des débris intra-articulaires. Troisième disponibilité au Maroc, ce sont les prothèses céramiques. Ce sont des prothèses qui disent qu'il n'y a pas de débris, presque nul. Donc, ils ont une longévité plus longue. Mais le problème, c'est que le couple est très dur, comme je viens de dire. Et ce qu'on utilise chez les jeunes, il reste de fractures et pas de bruit audible. Le deuxième paramètre à côté de ce couple de frottement, c'est le mode de fixation. Là, on distingue deux types de prothèses. Il y a ce qu'on appelle les prothèses cimentées et des prothèses non cimentées. Les prothèses cimentées, ce sont des prothèses qu'on fixe dans l'os grâce à une poudre dite ciment biologique. Donc, ça crée une prothèse du ciment puis de l'os. Donc, il y a une sorte d'interface. Et ces prothèses, en fonction des écoles, pour certains, ils ont la même longévité que les prothèses non cimentées. Pour d'autres, ils disent que les non cimentées, ils ont plus de survie par rapport à ceux-là grâce à l'absence d'interface à surajouter. Le deuxième type de prothèse, ce sont les prothèses non cimentées. Ce sont des prothèses qui ont la particularité d'être un peu couvertes par ce qu'on appelle l'oxyde d'hépatite, qui permet un ancrage primaire. Dès qu'on le met à côté d'un tissu spongieux, il va faire appel aux ostéoclastes, il va permettre la fixation rapide de la prothèse. Le problème de ces prothèses qu'on préconise chez les jeunes, quand il y a une reprise, par exemple, du cotyle sans le fémur, on a du mal à enlever la prothèse du fémur, qui nous oblige à faire ce qu'on appelle des fémotomies, donc à aller casser le fémur pour enlever la prothèse pour la changer. Après le mode de fixation, il y a une évolution dans l'apparition du type de prothèse. Je commencerai par la hanche. La prothèse la plus simple, c'est ce qu'on appelle la prothèse intermédiaire. Elle est réservée aux fractures du col, essentiellement chez les sujets qui ont plusieurs tares, parce que le geste se fait rapidement en 20 à 30 minutes. Il est composé d'une tige qu'on peut cimenter au pas. Dans la tête, il bouge dans une sorte de polyéthylène et qui est fixé autour d'un cotyle métallique qui va bouger dans le cotyle osseux. Donc, il n'est pas fixé, le cotyle osseux. Donc, il y a une seule fixation. Donc, il y a une rapidité dans le geste, et ce qui raccourcit un peu le temps opératoire. Le deuxième type de prothèses, ce sont ce qu'on appelle les prothèses de resurfaçage. Le principe de ces prothèses de resurfaçage, c'est de respecter un peu le capital osseux, parce que, comme vous savez, la chirurgie prothétique, c'est une chirurgie de non-retour. Dès qu'on coupe, il n'y a plus possibilité de reconstruire. On est parti sur un challenge évolutif dans le temps pour choisir essentiellement dans les matériaux, surtout dans un pays comme le Maroc où il n'y a pas de banque d'os. Donc ces prothèses, ils conservent un peu le capital osseux puisqu'ils ne coupent pas, mais leur indication est particulière parce qu'il faut un socle osseux très dur pour pouvoir supporter cette prothèse. Donc on ne peut pas l'utiliser par exemple en cas de sténonécrose, mais essentiellement surtout dans certaines pathologies inflammatoires. Troisième type de prothèse, ce sont les prothèses les plus utilisées au Maroc, c'est les prothèses standards. Il y a une tige fémorale, une tête fémorale, un cotyle en polyéthylène qu'on peut, dans ce cas, cimenter ou pas cimenter. La complication de ces prothèses standards, c'est que, quand on voit la littérature, c'est que la hantise, c'est essentiellement la luxation, surtout si le sujet âgé où il n'y a pas de muscle, où il a un moyen fessier qui est très affaibli. Donc le risque, c'est qu'il y ait luxation. Regardez le taux de luxation, il est presque de 35% dans ces cas. Vient en deuxième position les fractures périprothétiques. C'est pour cela qu'il s'est apparu la nouvelle génération de ces prothèses, ce qu'on appelle les prothèses à double mobilité. Ça veut dire que vous avez la tête qui bouge dans le cotyle en polyéthylène et ce cotyle en polyéthylène bouge dans l'insert métallique. Donc ça évite un peu les luxations. C'est une chirurgie qui au départ qui était réservée aux sujets âgés, mais depuis 10 ans, plutôt quelques années, plutôt 2 ans, c'est plutôt, il paraît que le résultat est encore meilleur chez les jeunes. Donc, il n'y a pas de risque de décèlement de ces prothèses. Les prothèses de genoux, on distingue les prothèses uniques compartimentales, c'est-à-dire qu'on intéresse essentiellement un seul compartiment du genou, soit le compartiment interne, soit externe, soit la fémoro-patellaire. La fémoro-patellaire est en matière de discussion, comme la prothèse de la cheville, n'est pas encore mise au point, mais les prothèses uniques compartimentales, c'est une histoire d'école. Il y en a qui préfèrent les ostéotomies
Les Italiens sont les plus promoteurs de ces prothèses. Ils ont la main large à mettre plus de PUC, ce qu'on appelle les PUC, que des ostéotomies. La prothèse totale du genou, c'est consiste à resurfacer et le tibia et le fémur en entier. Et puis la troisième génération, c'est dans ces resurfaçages du fémur et du tibia, il faut que les ligaments soient solides, il faut que les ligaments soient intacts. Mais quand les ligaments sont touchés, on utilise ce qu'on appelle des prothèses à charnière, donc qui sont fixées par des tiges dans l'os et qui permettent une stabilité sans l'apanage des ligaments. Donc cette chirurgie prothétique qui permet de faire face, voici le genre de malade qu'on a aujourd'hui, parce que les gens tardent à venir se faire opérer, c'est ce genre de gonarthrose évoluée, où il y a une déformation très importante, où on se demande est-ce que les ligaments sont encore là ou pas. Ce sont des genoux qui sont raides et qu'il faut trouver une solution. Chez cette patiente où il y a un gynovarome de 34 degrés, mais en fait, il faut tenir compte d'un tibia qui est relativement arqué, qui fait à peu près 11 mm. Donc, en fait, le gynovarome réel, c'est de 23 degrés. Donc, cette patiente a bénéficié d'une prothèse de première intention tout en conservant ses ligaments. Cette chirurgie aussi permet de faire face à ce genre de malade aussi. Ce sont les séquelles de traumatisme. On en voit encore de plus en plus. Ce sont les premières fractures de plateau tibial qui sont mal opérées. Et les malades, on les voit à ce stade avec une déformation très importante, avec des dégâts osseux, comme le montre le scanner, avec des dégâts osseux très importants, aussi bien au niveau fémoral qu'au niveau tibial. Donc il faut chercher un moyen pour réparer cette articulation, tout en conservant la mobilité et l'indolence. Et ce genre de prothèses ne permettent cela. Au niveau de l'épaule, on distingue 3 types de prothèses. Au départ, c'était les prothèses céphaliques. On remplace que la tête humérale. C'est réservé essentiellement aux fractures. Maintenant, on a ce qu'on appelle les prothèses anatomiques, qui permettent de remplacer et la tête humérale et la glène. Mais pour qu'il soit fonctionne cette prothèse, il faut que la coiffe des rotateurs soit intacte. Donc, que peut-on faire quand les coiffes de rotateur n'est pas là? On fait appel à ce moment-là au génie du professeur Guamant, qui a imaginé les prothèses de l'épaule inversées. C'est-à-dire qu'il a mis la tête dans la glène et la glène à la place humérale. Ce sont des prothèses qui sont très mobiles et qui n'ont pas besoin, ils ont juste besoin d'un bon deltoïde, ils n'ont pas besoin de coiffe de rotateur pour qu'ils puissent fonctionner. Et ce sont des prothèses qui sont faciles à rééduquer. Donc, au contraire, il faut calmer le malade pour qu'il ne se décèle pas rapidement. Troisième version de l'évolution de ces prothèses, ce sont les prothèses massives. Les prothèses massives de reconstruction, c'est quand on a 3 indications. C'est essentiellement quand on fait une résection tumorale. Maintenant, on élargit ces indications dont essentiellement les anglo-saxons utilisent dans les infections osseuses, parce que, comme vous savez, traiter une infection osseuse, c'est assez difficile, surtout avec les moyens très limités dans notre contexte. Donc, pour eux, c'est la résection carcinologique de l'infection et trouver un moyen pour reconstruire. La troisième indication, c'est essentiellement les séquelles post-traumatiques. Dans notre contexte marocain, on utilise essentiellement la chirurgie tumorale, comme le cas de cette jeune de 18 ans qui a une image lacunaire au niveau de la palette tumorale. En fait, c'est un sarcome de Ewing et après chimiothérapie, on a réséqué le coude et on a mis en place une prothèse mobile et la patiente a pu récupérer sa mobilité. Ça, c'est à la sortie du service, c'est-à-dire au bout d'une semaine. Il a une flexion à presque 90, une extension à moins 20 et il n'y a pas d'atteinte vasculaire, pas d'atteinte neurologique, ni du cubital, ni du radial. Le deuxième type de chirurgie massive, c'est toujours dentimorale. Dans ce cas-là, on a fait une résection de toute l'articulation, on a fait une artrectomie, comme on le montre ici à la radio, et on a mis en place une prothèse de reconstruction. Donc on a évité aux patients une amputation du membre. Le dernier palier, ce sont les prothèses modernes dites sur mesure. C'est une chirurgie que j'ai découverte lors d'un passage à Lausanne en Suisse. Et le Dr Wettstein, c'est un des pionniers de cette chirurgie. Il consiste à faire fabriquer une prothèse pour chaque patient. Donc ce n'est pas comme nous, il met toutes les prothèses standards pour tout le monde. Donc ils ont un sorte de logiciel qui permet de calculer, de voir toutes les déformations de l'os, comme le cas présent. Regardez une arthrose
mais avec une tête particulière, une déformation au niveau du fémur. Et voici la prothèse sur mesure, commandée après avoir un mois auparavant. Donc, toute cette évolution va dans le sens de faire durer la prothèse, quelle que soit sa localisation. Il faut dire que les prothèses de hanche qui sont les plus utilisées, la survie à 15 ans, il est de presque à 95% des cas. Et au bout de 25 ans, il y a 70% des cas. Mais il faut dire que cette survie fait appel à plusieurs paramètres qu'il faut respecter. D'abord, la technique chirurgicale, l'activité du patient et la cause de la pathologie d'usure du cartilage. Il faut dire que ce pourcentage de longévité diminue sur le jeune vu son activité. Le deuxième palier à côté de la chirurgie arthroplastique dont je voulais vous parler, c'est la chirurgie mini-invasive. Moi, j'étais élevé dans une école où on nous disait grande incision, grand chirurgien. Donc, il faut tout voir pour pouvoir opérer. Donc, pour nous, à l'époque, on nous disait non vu égale coupé, donc il faut faire des incisions aussi larges. Regardez cette voie d'abord antérieure, et regardez cette voie en Mercedes, je ne sais pas pour quelle raison, c'est pour cette hanche. Aujourd'hui, au contraire, ils nous disent qu'il faut ouvrir un minima pour avoir des suites plus correctes. Regardez la prothèse de hanche, vous voulez avoir une telle incision. Ce sont des incisions qui font 6 cm. Mais ce qui a plus bénéficié de cette chirurgie mini-invasive, c'est essentiellement la chirurgie du pied, et on parle de chirurgie percutanée. Regardez, quand on opérait un annulus valgus, regardez l'incision, l'importance de l'incision. Donc vous imaginez la douleur post-opératoire et vous imaginez l'évolution. Aujourd'hui, cette voie d'abord, elle est punctiforme. Donc on fait juste une petite moucheture et ça nous permet de travailler, de faire une ostéotomie sans ouvrir. Mais pour cela, il faut un matériel qui est adapté, qui est plus simple. Donc il faut une sorte de scope pour bien voir. Il faut un moniteur avec un moteur qui tourne à 1400 tours par minute pour ne pas brûler la peau. Il faut une petite lame et une petite spatule pour faire la chambre de travail. Et dans notre contexte, nous utilisons une broche qui coûte 20 grammes et il faut une pince pour couper la broche. Et voici nos résultats, c'est-à-dire sur annulus valgus. Donc, voici la déformation clinique, voici l'ostéotomie qui a été faite et la mise en place d'une broche pour maintenir le déplacement. Et voici le résultat après 45 jours quand on lève la broche. Deuxièmement, cette chirurgie percutanée permet aussi de trouver des solutions à ces pieds déformés post-traumatiques. Regardez l'annulus valgus avec ses fixations au niveau des métas. Et grâce à cette chirurgie mini-invasive, ça nous a permis d'avoir un résultat plus ou moins correct. Regardez, même, on a poussé les indications même des cas difficiles. Ce patient qui a une sorte de salade d'orteil complètement déformée dans tous les sens. Et voici la chirurgie percutanée qui a permis au malade de marcher dès le lendemain et, sans immobilisation. En conclusion, j'espère que par ce voyage chirurgical, on peut se permettre que la chirurgie orthopédique il est en évolution continue et que l'orthopédie, ce n'est pas de la mécanique. Il faut des indications opératoires bien pondérées, bien prudentes et adaptées aux besoins de la psychologie de chacun. Je vous remercie.